Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être parmi nous. On disait avec Laure avant de commencer qu'on était ravis parce que nous dépassions ce soir un chiffre que dans le cancer colorectal, on avait peu l'occasion de voir dans nos webinaires. Donc, vous êtes 100 aujourd'hui inscrits. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et pour ça, nous sommes donc avec un binôme ce soir de l'Institut Curie, le professeur Cindy Nezillet, qui est gastro-entérologue spécialisée en oncologie digestive, et le professeur Frédéric Péchaud, qui est chirurgien spécialisé en oncologie digestive. Nous sommes ravis. Je vais être très discrète car je suis à l'étranger et je veux pas, ma connexion n'est pas terrible, mais je suis avec vous. Merci, professeur Nezillet, professeur Péchaud, merci beaucoup. Et nous serons également avec Sandra qui va garder sa caméra cachée, qui va témoigner, qui est patiente de mon réseau cancer colorectal. Merci beaucoup Sandra d'avoir accepté d'être avec nous. Et donc, je souhaite à toutes et tous une excellente webconférence. Bonsoir. Alors moi, je suis très fière pour mon réseau cancer colorectal de vous accueillir aussi. Cette webconférence, elle est à la fin du mois de mars et je veux dire que toute notre association, de nombreux membres, mais aussi beaucoup de soignants un peu partout en France se sont mobilisés particulièrement pour que Mars Bleu soit encore plus visible. Vous avez peut-être noté que pour la première année, l'Assemblée nationale a été illuminée en bleu pour que, j'allais dire là aussi, collectivement, on s'empare de ce sujet du dépistage qui peut, j'allais dire, changer la donne, à la fois en sauvant des vies, mais aussi en permettant à de nombreux patients d'avoir des traitements beaucoup moins lourds. Et donc ce soir, on voulait démarrer notre série de l'année 2025 d'informations avec une webconférence vraiment dédiée aux cancers colorectaux localisés, pour que cette webconférence elle soit très utile aux patients d'aujourd'hui, mais aussi aux personnes qui seront diagnostiquées dans les mois à venir et qui pourront retrouver là des éléments d'information pour les aider un petit peu à se préparer, parce qu'on sait combien ça peut aider de se préparer à un parcours de soins, à poser des questions spécifiques à son équipe, etc. Donc, bonsoir à tous. Et je vais donc laisser la parole à Sandra, qui a la gentillesse de bien vouloir démarrer cette soirée avec le témoignage de son propre parcours. Donc Sandra, la parole est à toi. Merci Laure, bonjour à tous. Alors moi, mon parcours, il est assez simple, un petit peu malheureux. J'ai quasiment 45 ans et j'ai été diagnostiquée d'un cancer colorectal localisé dans le sécom à l'âge de 41 ans. On va dire un petit peu par hasard. J'avais de fortes douleurs abdominales sont survenues un petit peu du jour au lendemain. Et voilà, on n'a pas fait je vous passe les étapes du passage aux urgences, des scanners. On m'a trouvé une bactérie dans l'analyse de sel qui a été traitée avec antibiothérapie. Et malgré cela, les douleurs ont persisté. D'où le choix de mon gastro-entérologue à l'époque de faire une coloscopie juste pour vérifier l'état de mon côlon. Lui, il n'était pas inquiet, j'étais plutôt bien, enfin plutôt en pleine forme, enfin hormis cette grosse fatigue, voilà, je paraissais plutôt en pleine forme. J'ai fait la coloscopie et le réveil a été un petit peu douloureux, voire très douloureux, dans lequel on m'a annoncé voilà que très certainement j'avais un cancer du côlon localisé dans le sécom. En tout cas, il y avait une grosse tumeur, il y avait une tumeur dans le sécom. À partir de là, il y a la vie d'avant, la vie d'après. Et là, la vie d'après commence. J'ai été opérée 3 semaines plus tard. J'ai eu une colectomie partielle. Avant cette opération, évidemment, le chirurgien digestif m'a bien prévenu des risques et des conséquences possibles sur une potentielle stomie provisoire, un potentiel anus provisoire. Voilà, il y avait tout ça là, tout s'est chamboulé dans ma tête. C'est des mots que je connaissais même pas avant même d'avoir franchi la porte de cette consultation. Alors l'opération s'est très bien passée. Voilà, j'ai été une semaine hospitalisée. Tout s'est passé pour le mieux. Là, on réalise pas trop encore. Et puis, de 15 jours plus tard, donc j'ai pas de stomie, j'ai rien de tout ça. J'ai 2 petites cicatrices sur le ventre. Des cicatrices qui paraissent tellement minimes par rapport au diagnostic qu'on venait de me faire.
Et 15 jours plus tard, voilà, j'ai appris qu'en fait, j'avais aucun ganglion d'atteint et que, bah, alléluia, la chimiothérapie, ce serait pas pour moi. En tout cas, pas tout de suite. Enfin, en tout cas, voilà, on reste très réservé. J'épargnais à la chimiothérapie. Alors, c'est un gros alléluia dans un premier temps, évidemment, on va pas se mentir. On a cette chance. Et puis, on sort du cabinet du chirurgien avec un arrêt de travail de 15 jours. Et puis là, on se dit, mais attends, t'as été opéré d'un cancer, t'as un arrêt de travail de 15 jours. Bah oui, madame, tout va bien. Ouais, ok, ben si tout va bien, bah tout va bien. Enfin voilà, moi chez mon généraliste, tout n'allait pas très bien. J'ai été prolongée 1 mois, 2 mois. Et puis, ben, pendant ces 1 mois, 2 mois, ben, à qui je parle de tout ça en fait? Je vois personne, je vois pas de médecin. Mon généraliste, bon, ok, pas plus, enfin pas plus emballé que ça. J'avais l'impression, pas plus intéressé que ça. Mon mari, bon bah je crois il en a pris sa part. Mes parents, bon, j'ai pas à les inquiéter avec ça. Et bah là, c'est là que moi mon parcours a croisé l'association de patients, mon réseau patient cancer colorectal, qui à ce moment-là rempli un rôle, alors pas de psy, hein, parce que voilà, chacun son métier, chacun son rôle, mais d'écoute et de partage, et qui pour moi à ce moment-là, voilà, enfin 1 mois, 2 mois après l'opération, a été pour moi, enfin salvateur en fait. Vraiment, et si je le dis, c'est pas voilà, c'est sincère, hein. Et voilà, d'avoir une écoute, d'avoir un partage et un peu d'aider à me relever. Évidemment, on se relève. J'ai été voir quand même je suis allée voir de mon propre chef, un psychologue. On me l'avait pas forcément proposé, moi, dans mon parcours de soins, hein. Au départ, voilà, plus que je devais m'estimer heureuse de ne pas avoir de chimiothérapie, et je me suis estimée heureuse, hein. Ben voilà, psychologue, tout ça, dans un premier temps, personne ne m'en a parlé. Enfin, support de soins, enfin soins de support, pardon, soins de support, tout ça. Voilà, je suis passée un petit peu au travers. Et puis on se dit, bon, bah, si j'ai pas eu de chimio, bah, on va aller reprendre le travail, hein, j'ai pas à me plaindre. Bon, on revient au travail, 1 mois, 2 mois, 3 mois à temps partiel, puis on se dit, oh là là, allez, j'y vais, là, c'est bon, j'ai passé le plus dur. 6 mois après, j'ai fait un burn-out. Voilà. Grosse sous-estimation de l'impact psychologique. Euh, 3 mois plus tard, c'est vrai que j'étais retournée voir alors du coup, je sais plus quel, c'était l'oncologue, mais eux, voilà, regardent les bilans, prise de sang, scanner, échographie. Quand tout va bien médicalement, tout va bien, mais voilà, derrière, je me suis sentie, moi, relativement seule. Voilà, alors j'ai vécu, allez, c'est vrai, 18 mois compliqués. C'est vrai, 18 mois dans ma tête compliqués. 18 mois, 2 ans, puis on se relève, on se relève. Et aujourd'hui, je suis en rémission, enfin, je suis considérée comme en rémission totale depuis l'analyse de cette tumeur. Donc ça va faire bientôt 4 ans. J'ai été suivie pendant 3 ans, tous les 3 mois, avec prise de sang et imagerie. Toujours nickel, toujours, voilà, il n'y a rien eu il y a rien eu, voilà. Et là, je suis passée à 6 mois, donc ça, quand on passe le stade des 6 mois, ben, on est plutôt. C'est déjà une première victoire. Et puis voilà, je suis dans ma phase de victoire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parle avec un petit peu plus de détachement, moins d'émotions négatives. Mais voilà, on n'oublie pas d'où on vient. Et enfin, en tout cas, moi, j'oublie pas d'où je viens et par quoi je suis passée. Et voilà. Alors moi aujourd'hui, je sais, on a une explication. J'en parlerai pas parce que c'est pas le sujet. On a une explication pourquoi j'ai eu ce cancer. Et c'est voilà, c'est que en fait j'ai une autre maladie rare qui serait la cause de ce cancer. Donc voilà, j'ai des réponses à mes questions et aujourd'hui ça m'aide à aller de l'avant. Merci beaucoup Sandra pour ce témoignage. Et je trouve qu'il est intéressant aussi pour montrer voilà qu'on peut avoir des maladies qui sont très bien prises en charge localement, sans forcément beaucoup d'autres traitements, mais qui pour autant c'est des diagnostics et des maladies et des étapes qui sont bouleversantes. Et je pense que c'est aussi intéressant de se dire que parfois on peut avoir besoin d'un accompagnement, d'une écoute particulière, notamment de professionnels, même si médicalement, on est plutôt rassuré. Donc merci. Et puis donc Sandra, tu pourras bien sûr intervenir et nous donc dans la deuxième partie. Je propose maintenant qu'on passe la parole donc à nos médecins pour justement que vous nous
qui ont disparu, mais qui vont se reconnecter, je pense, très très vite. Voilà, formidable. On est déjà parti. Voilà, c'est ça. Vous êtes revenu parfait. Donc, on vous remercie vraiment de nous consacrer du temps pour cette soirée, et on va vous mettre vos slides pour que vous puissiez voilà, nous apporter plein d'informations très précieuses pour mieux comprendre les cancers colorectaux localisés. Merci beaucoup Laure, merci beaucoup de nous avoir proposé de faire ce webinaire. Je suis ravie de le faire en binôme avec le professeur Péchaud. Bonsoir à tous. Donc, juste pour préciser, on est un binôme Institut Curie et APHP, puisqu'en fait on travaille, enfin, le professeur Péchaud travaille sur le site de l'hôpital Ambroise Paré à la PHP, et moi également pour une partie de notre activité oncologique. Donc c'est un webinaire multisite, on va dire, par rapport à ça. Le témoignage était en effet, je pense, très intéressant pour ouvrir la discussion sur la suite. Et donc nous, dans cette présentation, l'objectif, ça va être un petit peu de reposer les bases donc concernant la prise en charge du cancer colorectal au stade précoce, de donner les éléments de compréhension sur pourquoi tel traitement est proposé en fonction du degré d'avancement local finalement de la maladie et quelles sont les grandes stratégies, et puis de parler aussi des effets secondaires de ces traitements et de ce qui peut être mis en place pour les réduire et les accompagner au mieux. Oui, tout à fait. Donc, il y avait mes liens d'intérêt, mais on va commencer par un petit mot d'épidémiologie, et en ça le témoignage était aussi intéressant. Donc là, cet élément, c'était pour vous montrer les dernières données du panorama des cancers de l'INCa, c'est-à-dire un peu la surveillance du nombre de nouveaux cas de chaque type de cancer qui sont diagnostiqués chaque année. Et donc le cancer colorectal reste parmi donc les cancers qui sont les plus fréquents, avec donc un nombre de nouveaux cas chaque année, quand on considère à la fois les hommes et les femmes, qui est presque de 50 000 nouveaux cas chaque année. Ça concerne autant les hommes que les femmes. Et le message qui me semblait intéressant de souligner, parce que ça fait un peu écho au témoignage qu'il y a eu, même si ça apparaît en tout petit ici, c'est que l'on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque donc associés au risque de développer un cancer colorectal, que le facteur de risque principal, donc en dehors de l'histoire familiale de cancer ou de maladies inflammatoires intestinales chroniques, qui sont un peu des situations à part, quand on est en dehors de ces situations-là, le principal facteur de risque, en fait, c'est l'âge. Et c'est la raison pour laquelle le dépistage généralisé de la population a comme critère d'entrée finalement l'âge au-delà de 50 ans, puisque la très grande majorité des cas de cancer du côlon sont diagnostiqués au-delà de cet âge. Mais on assiste aussi, comme décrit dans le témoignage de Sandra, à une augmentation du nombre de cas de ces cancers colorectaux chez des patients jeunes, chez des patients de moins de 50 ans, qui du coup ne sont pas dans les filières entre guillemets de dépistage, et il peut y avoir une forme de retard diagnostique, parce que quand on est confronté à un patient jeune, on pense d'abord à d'autres causes plutôt qu'au cancer. Et donc nous on milite aussi auprès des collègues de médecine, notamment de médecine de ville, pour les sensibiliser au fait que il y a quelques années, dans nos études de médecine, on nous apprenait symptômes digestifs après 50 ans, penser au cancer. Et maintenant, il n'y a plus ce critère après 50 ans. Il faut aussi y penser à un âge plus jeune. Et cette augmentation que l'on observe des cas de cancer du côlon chez les jeunes sont expliquées en partie par certains facteurs de mode de vie qu'on appelle les fameux facteurs modifiables, qui peuvent nous permettre de réduire le risque de développer un cancer, donc notamment l'obésité, la consommation de tabac, d'alcool, etc. Mais on sait aussi qu'on voit des patients jeunes qui ne sont pas obèses, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui n'ont pas d'histoire familiale de cancer et qui développent des cancers colorectaux. Et donc avec des facteurs environnementaux, probablement combinés, liés à notre mode de vie moderne, avec une part liée à l'alimentation transformée, un certain nombre de polluants, qui combinés entre eux favorisent le développement de ces cancers. Et donc c'est un sujet de recherche actuellement, beaucoup d'actualité, d'essayer de comprendre pourquoi on observe cette augmentation. Il y a un chiffre, moi, qui m'avait assez marqué, c'est de savoir que la génération qui est née dans les années 90 a 3 fois plus de risques de faire un cancer avant 50 ans que ceux qui sont nés dans les années 50. Donc c'est quand même assez frappant, et donc il faut qu'on se mobilise aussi sur cet élément-là.
Donc, on n'est pas revenu dans ce webinaire parce que ce n'était pas le sujet sur l'importance du dépistage et du diagnostic précoce, mais c'est quand même un élément, je pense, qui est important de rappeler parce que le cancer du côlon a vraiment une chance, on va dire, par rapport aux autres cancers digestifs, c'est que lorsqu'il est diagnostiqué tôt, eh bien, on a cette fenêtre de tir pour pouvoir opérer la tumeur et avoir de très grandes chances de guérir le patient. On sait que les cancers du côlon diagnostiqués à un stade localisé où il n'y a pas de ganglions envahis, ils sont guéris dans plus de 90% des cas. Et quand on les trouve avec des ganglions envahis, en combinant la chirurgie avec la chimiothérapie, on a aussi donc une 75%, 3/4 des patients qui vont être guéris par les stratégies. Et donc vraiment, il y a ce message de se dire d'être vigilant sur les symptômes pour pouvoir amener à un dépistage précoce et maximiser finalement les chances de guérison. Mais je veux aussi dire un mot qui soit positif, même quand on n'est pas à un stade localisé, c'est qu'on sait que le cancer du côlon, même au stade métastatique, il peut être accessible à des traitements chirurgicaux combinés à des traitements intraveineux avec donc une perspective de guérison. Donc, c'est aussi voilà, un message important, même si là, on va se concentrer sur les cancers au stade localisé. Donc, un petit mot d'anatomie. Alors oui, on va faire un petit rappel de choses que vous connaissez sûrement tous. Donc, quand on dit le cancer colorectal, ce qui est important quand même, c'est de différencier parce que la prise en charge sera complètement différente des cancers du côlon et des cancers du rectum. On sera amené à y revenir. Donc, sur la diapositive, à la partie gauche, on voit que le côlon qu'on appelle le gros intestin va débuter après le petit intestin ou intestin grêle qui est beaucoup plus long. Il débute par la droite là où on a l'appendice, si on n'a pas eu d'appendicectomie dans l'enfance ou plus tard. La partie droite du côlon, donc le côlon ascendant. Puis en plus, on a un premier angle qui est l'angle colique droit, un côlon transverse, un deuxième angle, l'angle colique gauche, et ensuite, eh bien, c'est le segment distal avec le côlon descendant, une partie du sigmoïde, là où on a la plus grande fréquence de cancer, et la charnière rectosigmoïdienne. Au-delà de ça, on aborde le rectum. Donc le rectum avec une muqueuse et des cancers qui vont être du même type, qu'on va pouvoir vous expliquer, mais pour lequel la prise en charge des soins et de la chirurgie va donc se complexifier un peu puisqu'on va progressivement s'étendre et se rapprocher de l'appareil sphinctérien, c'est-à-dire du sphincter de l'anus qui va rentrer en ligne de compte dans la chirurgie pour plus tard. Donc voilà les différents segments. Et là, préciser où se trouve le sécom par rapport au témoignage. Le témoignage, oui, le côlon droit. Vous nous avez dit que vous aviez une lésion du côlon droit, et donc en fonction de la localisation de la tumeur, on le verra sur d'autres diapositives. Bien sûr, on adapte le geste chirurgical. Il est vrai que pour les cancers du côlon droit, normalement, lorsqu'ils sont opérés à froid, c'est-à-dire que pas en urgence, pas en occlusion, il y a une chirurgie qui va enlever la tumeur, faire le curage pour enlever les ganglions et rétablir la continuité digestive en branchant l'intestin grêle un petit peu plus haut sur le côlon. Et normalement, il n'y a pas de stomie, c'est-à-dire il n'y a pas d'anus artificiel. J'en profite pour dire que le mot d'anus artificiel est un mauvais mot parce qu'il n'y a absolument rien d'artificiel. Quand on parle d'anus, c'est une stomie, c'est l'intestin qui est mis à la peau, mais il n'y a pas d'interposition d'autres matériels. Et puis ensuite, quand on est sur des tumeurs du côlon transverse, elles sont beaucoup plus rares. On adapte le geste et la résection chirurgicale. Et enfin, les tumeurs du sigmoïde, c'est pareil. Si on est opéré à froid, on va pouvoir faire la résection, l'anastomose, c'est-à-dire la suture entre les deux segments, et on va aboucher le côlon à la partie haute du rectum, et normalement sans stomie. Donc quand on opère, pour revenir sur votre témoignage, quand on va opérer un patient, on va lui expliquer l'intervention, et on est également obligé de lui expliquer les éventuels risques de cette intervention. Et parmi les risques dans une suture sur le côlon, il peut y avoir une fuite, c'est-à-dire une fistule, une soudure qui ne se fait pas complètement. Et dans les suites opératoires, il peut y avoir à ce moment-là nécessité de réintervenir et de faire un anus, une stomie provisoire. Mais ça, c'est s'il y a une complication de la chirurgie. Normalement, il n'y a pas d'anus provisoire ni dans la chirurgie du côlon droit ni dans la chirurgie du côlon gauche quand on est opéré encore une fois en dehors de l'urgence, et on reviendra sur la chirurgie du rectum où là se pose beaucoup plus fréquemment la possibilité de faire des stomies transitoires ou définitives.
Et puis sur la partie droite, c'est une petite précision que tout le tube digestif, tout le côlon et le rectum est fait en fait d'une superposition de couches avec la plus interne qui est ce qu'on appelle la muqueuse, puis la sous-muqueuse, puis la musculeuse et la séreuse, et qu'en fait, nous verrons que le développement du polype qui deviendra tumeur va, au fur et à mesure, envahir en fait les couches profondes. Et il va de soi que lorsque l'on dépiste une lésion qui atteint la muqueuse ou la sous-muqueuse, eh bien, c'est pas la même chose et la même agressivité qu'une lésion qui atteint la sous-séreuse, avec son risque d'envahissement ganglionnaire ou éventuellement de métastase. Donc ensuite, on a l'anatomie pour le rectum et après, on va venir sur les schémas chirurgicaux. Voilà. Donc pour l'anatomie, donc là, on se localise sur les 20 derniers centimètres. En moyenne, un rectum, ça mesure à peu près 15 centimètres et on le divise en 3. On a les tumeurs du haut rectum, du moyen rectum et du bas rectum. Et pour les tumeurs du bas rectum, on est proche de l'appareil sphinctérien. Les tumeurs du haut rectum vont être traitées et classées comme des tumeurs du sigmoïde de par leur localisation anatomique. En fait, la particularité, c'est que ce sont des segments digestifs qui sont dans la cavité péritonéale. La cavité péritonéale, c'est la cavité abdominale. C'est un peu plus complexe de comprendre le péritoine, mais en tout cas, on est dans la cavité abdominale, proche de l'intestin grêle et entouré de péritoine. Donc là, on va avoir une tumeur qui va avoir les mêmes indications que les tumeurs du côlon sigmoïde. En revanche, quand on est en dessous de cette ligne de réflexion, la verte que vous voyez, on est donc sur la partie sous-péritonéale du rectum, avec le moyen rectum et le bas rectum. Et c'est là qu'on verra dans les stratégies qu'il y aura des possibilités d'avoir des indications de radiothérapie, quelquefois, ce que l'on n'a pas du tout pour les tumeurs du côlon et du haut rectum, car on ne fait pas de radiothérapie lorsqu'on a un risque de brûler et d'être plus délétère, par exemple, sur l'intestin grêle. Et donc, pour préciser, dans ces tumeurs du moyen et du bas rectum, eh bien, on va s'approcher de l'anus, du canal anal, et là, on va avoir un appareil sphinctérien, c'est-à-dire c'est un muscle qui nous permet de retenir les selles entre chaque défécation, qui est en fait fait grossièrement de 2 couches. Une partie qu'on appelle le sphincter interne que vous voyez ici et qui correspond en fait à l'épaississement de la couche profonde musculeuse qui est un petit peu plus haut et qui s'épaissit sur la partie du bas rectum, et puis le sphincter externe qui sont des fibres musculaires qui proviennent du muscle qu'on appelle le releveur de l'anus. Donc là, la complexité d'apprécier les lésions, eh bien, c'est de savoir si la lésion tumorale va être proche du sphincter, envahir le sphincter interne, envahir l'interne et l'externe. Et là, en fonction de cela, on adaptera le geste chirurgical, et c'est là qu'il peut être nécessaire d'enlever tout l'appareil sphinctérien et donc d'avoir une stomie définitive pour des raisons carcinologiques. Et là, sur l'autre diapositive, on répète effectivement les différentes couches sur le rectum, et sachant que voilà, il n'y a pas de séreuse sur le rectum, on va ensuite avoir ce qu'on appelle le mésorectum, c'est la graisse qui entoure le rectum, dans laquelle il peut y avoir des ganglions, et que quand on enlève un rectum, on enlève la graisse autour pour pouvoir faire le curage ganglionnaire. Donc après, c'était un petit rappel de à quoi sert le côlon et le rectum pour pouvoir un peu comprendre aussi les suites opératoires et les conséquences qu'on peut avoir quand on retire en fait finalement ces segments de tube digestif. Alors, on peut rappeler qu'en fait, la partie donc droite du rectum, c'est une partie du côlon, pardon, la partie droite du côlon, c'est une partie qui vise à réabsorber l'eau. En fait, c'est sa principale fonction, finalement, d'un point de vue physiologique, et que la partie gauche du côlon, elle, est plus se dédiée, on va dire, à la fermentation et au stockage des matières, et c'est aussi le rôle, finalement, du rectum que d'avoir cette fonction de stockage. Quand on va retirer la moitié droite du côlon, donc théoriquement, il y a un effet sur le côté de réabsorption de l'eau, mais on sait qu'il y a aussi une adaptation de la muqueuse colique qui se produit par la suite, et donc on peut avoir une accélération du transit, mais qui en général est transitoire, c'est ça. Ouais.
Pour le côté de la chirurgie du côlon gauche, quand c'est le sigmoïde ou le côlon, enfin la partie gauche du côlon en elle-même, il n'y a pas tellement de retentissement finalement sur les fonctions. Et en revanche, quand on va parler de la chirurgie du rectum, là il peut y avoir des conséquences donc à la fois sur la fréquence des selles, sur la continence et puis sur les autres fonctions qui sont situées à proximité géographiquement, puisqu'on a notamment les nerfs à destination sexuelle qui passent à proximité et les différents traitements de radiothérapie ou de chirurgie peuvent aussi avoir un impact donc sur ces nerfs, et je pense que c'est important d'en parler pour aussi savoir qu'il faut savoir en reparler avec son chirurgien ou avec son oncologue pour être orienté vers des spécialistes aussi si on a des symptômes en lien avec des séquelles de ce type. Tu as d'autres choses à ajouter? Non, on en reparlera un peu avec la chirurgie. Donc là, c'était juste pour revenir par rapport à ce développement, on le disait, des tumeurs qui se fait de la superficie vers la profondeur. Et c'était pour amener au fait que, en fait, quand une tumeur se développe vraiment sur les parties très superficielles, eh bien, elles peuvent même être retirées sans chirurgie par voie endoscopique, simplement en faisant se décoller finalement la couche superficielle des couches plus profondes, comme si vous décolliez la moquette du plancher finalement pour couper le bout de moquette sur lequel il y aurait le polype qui s'est développé. Alors que quand la tumeur va plus en profondeur finalement dans la paroi, on n'a pas la possibilité de la décoller comme ça du plancher, et donc on a besoin d'avoir affaire à une chirurgie réglée, avec une deuxième raison qui est que quand ça envahit en profondeur, on sait aussi que les cellules tumorales peuvent rejoindre les ganglions lymphatiques qui drainent le côlon, et que la seule manière de pouvoir en évaluer le statut, c'est de les retirer en même temps qu'on retire le segment de côlon concerné, en faisant donc le fameux curage ganglionnaire dont vous parlait le professeur Péchaud. Donc là, c'était juste un tout petit diapo pour parler justement de ces traitements superficiels, parce que ça peut arriver en fait finalement qu'on vous dise que vous avez eu un cancer du côlon, mais qu'en fait c'était juste un gros polype qui a été retiré par un gastro-entérologue sous endoscopie, et sur le sommet duquel il y avait des cellules de cancer du côlon. Alors des fois, ça peut même être ce que l'on appelle une tumeur in situ. Ça veut dire qu'il y a des cellules cancéreuses, mais qui sont vraiment toutes à la superficie dans la muqueuse. Et donc dans ces cas-là, on sait qu'il n'y a pas d'autres gestes supplémentaires à faire. Et quand ça s'infiltre plus en profondeur, eh bien dans ces cas-là, ce sont des cas que l'on est amené à discuter dans nos RCP pour savoir est-ce qu'on a bien retiré la totalité, est-ce que les limites de coupe sont saines, est-ce qu'il y a des critères d'invasion en profondeur ou d'agressivité de la tumeur qui nécessitent de compléter le geste endoscopique par un geste chirurgical. Et donc justement, juste après, on vous décrit ces gestes chirurgicaux. Voilà, donc quand on a une tumeur du côlon droit, on va même simplifier, qu'elle soit du cécum ou du côlon ascendant, on pratique une hémicolectomie droite. Donc, on va faire le curage ganglionnaire pour enlever les petits ganglions. Ils sont toujours le long des vaisseaux. Donc, c'est facile. Quelquefois, on ne les voit pas à l'œil nu. Donc, c'est important quand les patients nous demandent à la fin d'une intervention, est-ce que vous pensez que les ganglions sont atteints ou pas? On ne répond pas. On ne répond pas parce qu'on ne sait pas. Il y a des ganglions qui sont petits et qui sont atteints et qui sont envahis par la tumeur, et il y a des gros ganglions qui peuvent être inflammatoires sans cellules tumorales. Donc l'analyse des ganglions, c'est le résultat anatomopathologique, c'est pas l'œil du chirurgien. Nous, on a des règles, on doit effectivement faire le curage et lier, vous voyez, cette artère à son origine. Ensuite, on enlève cette partie-là, et donc la reconstruction, ça sera de brancher l'intestin grêle, comme je disais, sur le côlon. On appelle ça une anastomose iléocolique. Iléo, puisque la fin de l'intestin grêle s'appelle l'iléon. Quand on a une lésion à gauche, eh bien, soit on a besoin de faire effectivement toute cette exérèse du côlon gauche si la lésion est à l'angle, ou sur une lésion du sigmoïde, ce qui est plus fréquent, c'est pareil. On va lier l'artère d'origine, l'artère qui vascularise le segment, pour faire le curage complet. Et là, on va faire l'anastomose colorectale entre les deux. Alors, toutes ces interventions aujourd'hui se font dans la majorité des cas par la célioscopie, qui est une chirurgie dite mini-invasive. Même elle peut se faire aussi par l'intermédiaire de robots, mais qui donne exactement les mêmes résultats. On est dans le mini-invasif, qui a l'avantage d'avoir une récupération plus rapide, puisqu'on a moins d'ouverture musculaire,
qui est bien aussi sur le plan esthétique parce que les cicatrices sont plus petites. Et avec ce type de voie d'abord, on peut à peu près tout faire. Il faut quand même savoir que quelquefois, la célioscopie n'est pas réalisable si vous avez eu un antécédent chirurgical important et qu'il y a trop d'adhérence et qu'on ne peut pas faire cette technique-là qui nécessite en fait de gonfler l'abdomen avec du CO2 et donc d'avoir une distension de la cavité abdominale pour travailler. S'il y a trop d'adhérence, on ne peut pas obtenir cette distension, on n'a pas la visibilité nécessaire et on est obligé à ce moment-là de faire une chirurgie conventionnelle qu'on appelle par laparotomie. Voilà. Mais donc la célioscopie est quand même toujours le premier choix pour ce type d'opération et aussi pour la chirurgie du rectum. La chirurgie du rectum, donc là, bon, on est sur une lésion plutôt de la charnière recto-sigmoïdienne, donc à considérer donc au rectum comme un sigmoïde. Et donc ensuite, eh bien, si la lésion est sur le moyen rectum ou le bas rectum, mais qu'elle n'atteint pas l'appareil sphinctérien, ni le sphincter interne, ni le sphincter externe, vous savez, les deux couches que l'on a qui sont superposées, eh bien, on va enlever le rectum, on appelle cette opération une protectomie, et ensuite, on vient brancher le côlon d'amont au niveau du canal anal. Je n'ai pas précisé au départ, en fait, que là, on ne parlait pas aujourd'hui, enfin, on peut en reparler dans les questions, hein, mais dans l'anatomie, on vous a parlé du côlon et du rectum et pas du canal anal, qui est la partie toute terminale du tube digestif. Ce n'est pas le même type de cancer, ce n'est pas la même muqueuse, ce sont des cancers dits épidermoïdes qui sont traités par radiothérapie et chimiothérapie, pour lesquels il y a pas d'opération d'emblée, sauf en cas de récidive. Et donc là, c'est une parenthèse, mais qu'on abordera peut-être dans les questions. Donc là, on considère que le canal anal et l'appareil sphinctérien est indemne. On va donc faire une couture colo-anal, anastomose entre le côlon et le canal anal. Et là, ce sont des coutures qui sont fragiles, qui ont 20 à 30% de risque de pas bien cicatriser, de fuir. Et il faut donc protéger cette couture en dérivant les matières. Un peu comme j'explique toujours moi en consultation, si on a une route qui est toute faite et qui a du goudron tout neuf, eh ben on passe pas en voiture le temps que le goudron sèche. Eh ben c'est pareil. Si on fait une suture qui est fragile, si le lendemain, le patient va à la selle sur cette suture, ça va compliquer le problème. Donc, c'est là que l'on fait des stomies de protection qui sont transitoires. Protection, c'est je protège une couture qui est plus basse et on va en général la faire aux dépens de l'intestin grêle, mais elle peut se faire aussi sur le côlon. Elle est en général maintenue 6 semaines et au bout de 6 semaines, on fait un scanner pour vérifier que la suture colo-anale est étanche et on va ensuite enlever cette stomie de protection au moyen d'une intervention qui est une petite opération qui nécessite 48 heures d'hospitalisation et le patient va reprendre son transit par les voies naturelles. Je pense qu'on revient après un peu sur les séquelles de ces chirurgies. Et pour terminer là, c'est lorsque l'on a une lésion qui va atteindre l'appareil sphinctérien. Alors là, on aurait pu rajouter une diapositive. Je vous ai dit qu'il y avait 2 couches de sphincter. Si l'atteinte concerne que le sphincter interne, on peut dans certains cas enlever le sphincter interne et garder le sphincter externe. Ça s'appelle une résection intersphinctérienne. Il faut savoir que ça perturbera quand même beaucoup les suites et la continence post-opératoire, mais ça peut permettre quand même, si le patient est jeune avec un bon tonus sphinctérien, de garder une intégrité complète et de ne pas faire de stomie définitive. Mais si les 2 couches de sphincter sont atteintes ou si le patient voilà, plus âgé ou voilà, pour différentes raisons, on est amené à tout enlever et donc on ferme le canal anal où on a une amputation et on vient brancher ce segment colique à la peau. Ça s'appelle une colostomie terminale. Là, vous avez en diapositive, ben voilà, la colostomie terminale, donc en fonction de qui va se faire donc sur le côlon gauche. Et là, ben, des choses que vous connaissez avec l'appareillage de la stomie, bien entendu, l'aide extrêmement précieuse des infirmières de stomathérapie. Lorsque l'on sait qu'on va faire une stomie définitive, on a une prise en charge importante. Là, c'est vrai que en amont avec l'infirmière de stomathérapie, en mettant en lien les patients souvent avec des associations comme les vôtres, en ayant l'aide d'une psychologue aussi, parce que c'est un vrai cap lorsque l'on annonce la stomie définitive. Voilà.
Et donc, Laure vous a mis dans le chat le lien pour les vidéos Ma vie avec la stomie qui peuvent aussi vous aider en vous donnant des explications pratiques avec des témoignages de patients. Et donc, ce lien peut être utile. Et c'est vrai que c'est important de discuter. Moi, je trouve que quand on peut, je mets les patients en contact les uns avec les autres parce que quand un patient a supporté et on va dire encaissé la vie avec sa stomie et qu'il a repris des activités physiques, sportives, sociales, et ben c'est un témoignage. Il n'y a pas plus fort comme témoignage pour expliquer à quelqu'un et l'aider à affronter ce qui va l'attendre, se dire que ben voilà, quelqu'un d'autre s'en est sorti, un peu du même âge, un peu du même sexe, ça aide à se projeter. Donc, un autre élément important pour assurer les traitements dans les meilleures conditions, c'est aussi de maintenir au maximum son état nutritionnel. Donc là, c'était pour pouvoir réinsister sur le fait qu'on sait que le fait d'avoir son bon poids de forme et de maintenir son capital musculaire, c'est ce qui permet de supporter les traitements au mieux, de limiter les effets secondaires des traitements, qu'ils soient de chimiothérapie, de radiothérapie, de chirurgie, et de récupérer le plus vite possible. Alors malheureusement, les accompagnements de soins de support, comme on l'a vu dans les témoignages, eh ben, c'est quelque chose qui est très hétérogène d'un centre à l'autre et à travers la France. Et donc on a parfois du mal à trouver un accompagnement là-dessus, mais je pense que c'est important d'en parler avec son chirurgien, d'en parler avec son oncologue, de dire ben voilà, vous m'avez expliqué, je vais avoir une grosse chirurgie, pour m'y préparer au mieux, comment est-ce que je peux me renforcer d'un point de vue donc de musculaire et d'état général et nutritionnel. Et donc ça, globalement, ça repose sur deux types de conseils principaux. Le premier, c'est d'avoir des apports suffisants en calories et en protéines. Il faut avoir conscience que tous les conseils qu'on donne en termes de nutrition, en prévention des cancers, sur faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, faut pas grignoter, etc. Dès lors que l'on a un cancer, tous ces principes-là sautent. On les oublie parce que la menace la plus importante, c'est la perte de poids. Donc en fait, si on a envie de manger sucré, salé, de grignoter, dès lors que ça permet de maintenir le poids, il n'y a aucun interdit, il n'y a pas d'aliments à exclure. Il ne faut pas faire de régime, exclure le sucre, exclure la graisse. Ça risquerait de fragiliser l'organisme et ça n'a pas de bénéfice démontré pour lutter mieux contre la maladie ou avoir moins d'effets secondaires. Donc je pense que ça, c'est un message important. Et il faut avoir des apports suffisants en protéines. Donc ça passe par les protéines qu'on peut trouver dans l'alimentation, donc en mangeant notamment des œufs, de la viande blanche, etc. De la même manière, la viande rouge, elle n'est pas du tout interdite quand on est pendant le traitement d'un cancer. Et si on n'arrive pas à avoir suffisamment d'apports en protéines, eh bien dans ces cas-là, on peut être conseillé par les diététiciennes ou par son médecin pour avoir des suppléments de protéines qui se trouvent en pharmacie, qui sont remboursés par la Sécu et qui existent sous forme de gâteaux, de bouteilles, de crèmes. Là aussi, on peut avoir eu une mauvaise expérience avec une bouteille infâme qui nous a été donnée. Il faut savoir en reparler avec le médecin parce qu'il existe plein de variétés différentes et donc ne pas en rester sur une mauvaise expérience et savoir en essayer d'autres. Le deuxième point, donc c'est concernant l'activité physique parce qu'après, pour transformer la protéine en muscle, il faut bouger. Et donc ça, on sait que pour affronter les traitements, le meilleur traitement contre la fatigue, que ce soit la fatigue liée à la chimio ou la fatigue post-opératoire, c'est de ne pas se reposer. C'est de se dire qu'on n'a pas besoin de se ménager, que si on a envie de bouger, on peut le faire. Alors en sachant qu'on n'est pas dans la même situation quand on est avant une chirurgie, où là, on va même se dire que l'objectif, ça va être d'essayer de gagner en capacité donc physique et en essayant même de faire de la marche rapide, du vélo, d'augmenter finalement ses capacités pour mieux récupérer derrière. Et quand on est en post-opératoire, bien sûr, on demande à son chirurgien le feu vert avant de reprendre ce type d'activité, mais on sait que c'est très important. Alors là aussi, il y a la problématique de l'accompagnement par rapport à ça, parce que quand on a d'autres pathologies ou quand on est en cours de traitement, il ne faut pas passer par un coach sportif ou une salle de sport qui ne connaîtrait pas la situation de la cancérologie. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir être accompagné par des professionnels qui sont formés,
globalement, il y a deux situations. Il y a les enseignants en activité physique adaptée, donc qui peut-être vers lesquels vous pouvez être orienté via vos mutuelles, via les ARS localement, via la Ligue, les associations. Donc, il faut se renseigner pour pouvoir avoir des adresses par rapport à ça. Et donc, certaines mutuelles prennent en charge une partie donc de ces interventions. Donc, c'est important de le demander. Et puis, on a aussi le cas des kinésithérapeutes, donc qui peuvent aussi faire de la préparation cardio-respiratoire, etc. Et qui, eux, comme c'est sur une prescription, sont remboursés. Donc, c'est un peu particulier. Mais par contre, il faut savoir trouver les bons kinés parce que tous ne savent pas pour autant faire ce type d'accompagnement. Mais donc, voilà, on voulait insister sur cette importance de la prise en charge nutritionnelle. On pourra en reparler si vous avez des questions à ce sujet. Et donc, c'était juste pour réinsister que dans ce contexte, eh bien, il y a eu beaucoup d'innovation. C'était aussi l'objectif de ce webinaire, de parler de ce qui évolue pour que la chirurgie se passe mieux. Et donc, ça faisait déjà plusieurs années que les chirurgiens ont fait rentrer dans leur pratique ce qu'on appelle la RAC, la réhabilitation améliorée après chirurgie, qui consiste à faire en sorte d'optimiser la prise en charge pendant l'hospitalisation, juste avant, juste après la chirurgie, pour pouvoir en fait sortir au plus vite de l'hôpital en étant renourri le plus vite possible, remobilisé le plus vite possible et en ayant un temps où on jeûne qui soit le plus court possible. Et maintenant, il y a d'autres interventions qui se développent, qui sont sur un temps plus long, sur plusieurs semaines, ce qu'on appelle la préhabilitation. Et donc là, la préhabilitation, ça va être un trépied de préparation à l'intervention. C'est-à-dire qu'on va se dire, c'est comme si vous vouliez préparer une compétition sportive. Et ben, on va prendre le temps de faire en sorte d'optimiser votre condition pour que vous arriviez dans la meilleure situation possible. Et ça repose sur la nutrition, sur l'activité physique et sur la préparation psychologique aussi à l'intervention. Et donc ça aussi, ça peut être difficile des fois à trouver dans les centres, mais c'est vraiment un trépied qui repose sur ces trois éléments. Alors après, en fonction des situations, quand on doit opérer un patient d'emblée, on n'a généralement pas le temps de faire 4 ou 8 semaines de préhabilitation, mais on peut rien qu'en 15 jours améliorer la condition physique si on a quelqu'un qui est un peu fatigué avant une chirurgie pour qu'il puisse aller à la chirurgie dans de meilleures conditions. Et quand on a un traitement de chimiothérapie préopératoire, ben là, bien sûr, ça nous donne davantage de temps pour pouvoir réaliser ce type d'intervention. Et là, c'était juste pour montrer un exemple de grande étude qu'il y a eu chez des patients avec des cancers du côlon opérés d'emblée, et donc chez lesquels il y avait un programme pendant 4 semaines avec de la nutrition, de l'activité physique 3 fois par semaine, parce que là, comme je vous le disais, on est un peu en mode intensif, on se prépare, et du support psychologique. Et ça montrait qu'une intervention de 4 semaines avant la chirurgie du côlon, ça permettait d'améliorer les performances physiques, mais surtout, ce qui est important, c'est le résultat, de réduire de moitié le taux de complications post-opératoires. Donc en fait, c'est quelque chose maintenant qui commence à être bien reconnu, à rentrer dans les recommandations, et il faut que ce soit en fait finalement disséminé dans les différents hôpitaux qui font ce type de chirurgie. Mais donc c'est important aussi vis-à-vis des médecins qui s'occupent de vous, de leur poser la question, est-ce qu'il y a des accompagnements de ce type mis en place dans le centre où vous êtes pris en charge? Donc ça, je vais passer pour qu'on gagne un petit peu de temps. Et donc là, en fait, c'était juste après pour expliquer que d'un point de vue de la stratégie médicale, c'est-à-dire que pour le cancer on va parler d'abord du cancer du côlon parce que c'est plus simple que pour le cancer du rectum. Donc ces chirurgies, on va discuter autour de est-ce qu'il faut faire des traitements de type notamment chimiothérapie. Pour les cancers du côlon localisés, pour être très schématique, la discussion, elle se fait après la chirurgie sur la base de l'analyse de la pièce opératoire. Et très schématiquement, s'il n'y a pas de ganglions envahis, il n'y a pas de chimiothérapie. S'il y a des ganglions envahis, il y a de la chimiothérapie. Et ce qui a évolué au cours des 10 dernières années, c'est que pour éviter les séquelles de cette chimiothérapie, qui comprend notamment un produit, l'oxaliplatine, qui peut donner de la neuropathie, donc des picotements au froid au niveau des extrémités, eh bien, on a la possibilité de réduire la durée de la chimiothérapie lorsqu'on a un cancer qui a montré peu de ganglions envahis et une taille de la tumeur pas trop grosse. Donc, c'est ça, en fait, les évolutions qu'il y a eu. Donc, pour certains patients, on va faire que 3 mois sur la base de ces données. Et chez les patients qui ont des tumeurs plus volumineuses ou plus de ganglions envahis, on va faire 6 mois de chimiothérapie. Dans le contexte du cancer du rectum, on est amené à discuter d'une autre modalité
en préopératoire, c'est celle de la radiothérapie. Et donc ça, c'est lié au fait de ce que vous a expliqué le professeur Péchaud, que le rectum, dans sa partie sous-péritonéale, eh bien en fait, il est entouré par de la graisse dans laquelle il peut y avoir des ganglions. Et on a aussi un enjeu que la tumeur, elle peut se développer dans cette graisse et risquer, si on y allait directement, de laisser des cellules microscopiques au contact en fait des parois dans ce qu'on appelle le mésorectum. Donc c'est pour ça que la chirurgie du moyen du bas rectum, elle comprend le fait de retirer systématiquement le mésorectum, mais aussi pour maximiser les chances de ne pas laisser de cellules et de ganglions résiduels dans ce mésorectum, eh bien la radiothérapie s'est développée depuis déjà plusieurs années. Et donc maintenant, la question, c'est de savoir donc chez quel patient exactement on la positionne et est-ce qu'elle suffit ou est-ce qu'il faut l'associer à de la chimiothérapie en plus, parce qu'on sait que cette radiothérapie du mésorectum, elle permet de réduire le risque de récidive locale, mais par contre, elle n'a pas tellement d'effet pour éviter la récidive à distance, en fait, c'est-à-dire l'apparition plus tard de métastases ou d'atteinte des ganglions plus loin. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on est face à des grosses tumeurs ou avec des ganglions qui ont l'air suspects, eh ben, on va discuter de faire, en plus de la radiothérapie, de la chimiothérapie intraveineuse. On va y en reparler juste après. Donc là, c'était pour pouvoir expliquer. Alors du coup, j'ai pris le cas des tumeurs les plus grosses parce que c'est finalement le plus facile, qui est que lorsque l'on a en fait une tumeur du rectum qui est assez volumineuse, donc c'est-à-dire par exemple T4, c'est parce qu'on résume les stades entre T1 et T4. Les T1, c'est les petites tumeurs et les T4, c'est les plus grosses, pour être schématique. Donc si la tumeur est grosse, donc T3 ou T4, et où qu'il y a des ganglions donc envahis et qui sont nombreux, dans ces cas-là, on va se dire qu'il faut contrôler à la fois le risque de récidive à distance et le risque de récidive locale. Et donc, on va proposer des traitements qui comprennent une phase de chimiothérapie, avec 3 mois de chimiothérapie par FOLFIRINOX, avec 3 produits de chimiothérapie. Et derrière, on va faire une radiothérapie associée à de la chimiothérapie en comprimé. Donc ça, c'est le traitement qu'on fait en préopératoire pour essayer de vraiment maximiser le contrôle avant d'envisager la chirurgie. Et on parle pour ça de traitement néoadjuvant total. Donc néoadjuvant parce que c'est avant la chirurgie et total parce qu'on met toutes nos modalités, à savoir à la fois la chimio et la radiothérapie. Après, il y a une situation qui est plus complexe, vous voyez, parce qu'il y a plein de flèches qui vont dans tous les sens. C'est pour les tumeurs qui sont plus petites, parce que dans ces cas-là, on peut être amené donc à discuter à l'inverse, à l'opposé du spectre, de garder le rectum, de faire ce que l'on appelle des conservations rectales. Et là, je vais laisser le professeur Péchaud s'exprimer sur le sujet. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de très nouveau, mais c'était aussi le but de cette présentation, c'est de voir un petit peu des choses qui peuvent peut-être changer dans la prise en charge. Donc, pour les tumeurs du rectum, on sait que la chirurgie est une chirurgie complexe, qu'elle a ce qu'on appelle une morbidité. Ça veut dire qu'elle va laisser des séquelles. Elle peut laisser des séquelles qui vont être essentiellement des séquelles digestives, c'est-à-dire une continence qui va être moins bonne, perdre des selles, aller fréquemment aux toilettes, avoir du mal à vidanger complètement le tube digestif. Donc ça, c'est des séquelles fonctionnelles digestives. Mais aussi, la chirurgie peut léser, comme vous avez dit le professeur Neusier, des nerfs qui sont des nerfs responsables de la sexualité, notamment l'érection et l'éjaculation, et puis également avoir des conséquences urinaires. Donc avec cette complexité, cette chirurgie, ces troubles sont majorés si le patient a de la radiothérapie avant, eh bien c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas finalement pour certains patients, et surtout pour certaines tumeurs, de faire un traitement plus personnalisé et de voir si on peut faire une désescalade du traitement, c'est-à-dire se passer d'une intervention et notamment se passer de l'intervention chirurgicale pour garantir une meilleure qualité de vie sans, bien entendu, prendre de risques oncologiques. Et tout le dilemme est là, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui,
essayer d'envisager pour des plus petites tumeurs que celles présentées juste avant, de se dire qu'on fait un traitement optimal avec la radiothérapie et la chimiothérapie et qu'ensuite on va réévaluer à la fin de ce traitement avec une certaine distance d'ailleurs par rapport à la fin du traitement pour laisser agir le traitement. On refait des examens d'imagerie type scanner et IRM et on regarde s'il y a une tumeur qui a extrêmement bien répondu. Ça s'appelle une réponse clinique complète ou presque complète. Ça voudrait dire que toutes les cellules tumorales ont été détruites par ce traitement. Et est-ce qu'on peut prendre effectivement le risque de ne pas aller enlever le rectum, mais de surveiller le patient très, très régulièrement pour éviter l'opération et surtout éviter qu'il y ait une récidive. Donc voilà, ça c'est quelque chose de nouveau, ça s'appelle la conservation du rectum, ça veut dire j'évite l'opération chirurgicale, attention à ne pas le généraliser, ça ne s'adapte absolument pas à toutes les tumeurs et quand ça peut être proposé éventuellement par votre équipe de soins médico-chirurgicales, eh bien ça implique vraiment ce qu'on appelle, nous, dans la décision médicale partagée. Ça veut dire qu'il faut que le patient ait bien eu l'explication de cette attitude thérapeutique, qu'il soit bien capable de se plier régulièrement au protocole de surveillance, parce que si jamais ça revient, ça ne veut pas dire qu'effectivement il ne peut pas y avoir une récidive, il va falloir pouvoir agir vite en conséquence et pas prendre le risque de voir quelqu'un disparaître dans la nature 6 mois ou 1 an et retrouver avec une tumeur évoluée. Donc il ne faut pas généraliser, on ne dit pas on n'opère plus les rectums, mais dans certains cas, eh bien voilà. Et normalement, si vous êtes pris en charge dans une équipe qui connaît bien ce type de pathologie, ça peut être abordé par l'équipe, mais encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde et à toutes les tumeurs. Voilà. Après, et donc là, oui, ça reprenait. Post-opératoire, et je pense qu'on arrive à la. Voilà, et donc là, on avait juste mis pareil un petit mot pour les innovations, c'est qu'il y a un cas très particulier de cancer du rectum, qui sont ceux qui se développent sur une instabilité génétique qu'on appelle les tumeurs MSI. Alors, c'est dans la très, très vaste majorité des cas dans un cadre de prédisposition familiale, en fait, dans le cadre de syndrome de Lynch, que ça survient, ces formes-là. Et donc, en fait, ces patients-là, du fait de cette anomalie génétique, les cellules tumorales réparent mal leur ADN et donc elles accumulent plein de mutations. Et ces mutations se traduisent par le fait qu'elles vont présenter au système immunitaire un aspect très anormal. Et donc, elles vont avoir la capacité à être très bien reconnues par les cellules du système immunitaire si on booste le système immunitaire. Et donc, chez ce cas très particulier, donc qui concerne vraiment très peu de patients, c'est moins de 5% des patients qui ont des tumeurs du rectum MSI, on peut utiliser l'immunothérapie, donc des anticorps qui stimulent l'immunité pour aller attaquer les cellules les cellules tumorales. Et dans ces cas-là, on observe des très très bonnes réponses et même des réponses complètes chez la plupart des patients. Et donc, il y a pu avoir des publications dans lesquelles il a été montré que les patients ont pu se passer de chirurgie après simplement un traitement d'immunothérapie sans avoir eu ni chimiothérapie ni radiothérapie. Mais c'est une situation qui est très particulière. Et à l'heure actuelle, ce traitement d'immunothérapie, il n'est pas accessible en routine. En fait, on ne peut le donner que dans le cadre d'un essai clinique. Mais si on a donc ce diagnostic qui est porté, il est important de vérifier avec son oncologue est-ce qu'on ne fait pas partie de ce faible pourcentage de cas où les biopsies montreraient qu'on a une tumeur MSI. En revanche, si on n'a pas une tumeur MSI, il n'y a pas de place pour l'immunothérapie dans la stratégie périopératoire chez les patients atteints de cancer du rectum. Et donc là, c'était pour dire un tout petit mot concernant la surveillance, à savoir qu'une fois que les traitements sont finis, en effet, il va falloir continuer derrière à surveiller. Globalement, le risque de récidive, il est plus important pendant les 3 premières années du traitement et c'est d'après le traitement, ces 3 premières années, et c'est les raisons pour lesquelles la surveillance est plus rapprochée tous les 3 mois, donc pendant les 3 premières années, puis ensuite espacée, comme ça a été dit dans le témoignage, à tous les 6 mois pendant 2 ans. Ça comprend à la fois l'évaluation clinique, une surveillance par imagerie dont les modalités peuvent être discutées avec l'oncologue, mais également, il ne faut pas oublier bien sûr de refaire les endoscopies digestives et donc en particulier la coloscopie dans le cadre de cette surveillance post-opératoire. Et donc en général, elle est refaite à 1 an, puis si elle est normale à 3 ans, puis si elle est normale à 5 ans. Et elle sera ensuite prolongée tout au long de la vie puisqu'on sort en fait de la stratégie de dépistage par le test immunologique fécal lorsque l'on a eu un cancer
cancer du côlon ou du rectum. Et là, c'était simplement pour pouvoir aussi vous souligner qu'on peut retrouver plein de petits conseils sur la gestion des suites donc de ces traitements dans les livrets de l'INCa concernant les cancers colorectaux. Il y a aussi des livrets patients qui sont très bien faits et dont on a tiré en fait l'iconographie concernant notamment l'anatomie, la chirurgie, etc. Et les différents algorithmes que l'on vous a montrés sont issus de ce qu'on appelle le Thésaurus national de cancérologie digestive. En fait, ce sont nos recommandations qui sont accessibles aussi en ligne sur le site de la Société de gastro-entérologie. Et c'est un référentiel qui est celui que l'on applique en fait pendant nos réunions de concertation pluridisciplinaire et qui est régulièrement réévalué et qui évolue. Et donc, c'est pour ça que la présentation qu'on vous a faite aujourd'hui, si vous la regardez dans 2 ans, les choses auront peut-être changé. Et donc, il faut savoir aussi aller revoir dans ces référentiels et voilà, et en reparler avec votre médecin pour comprendre s'il y avait des discordances par rapport à ce que l'on a pu dire. Je crois qu'on avait au bout. C'est ma dernière diapositive. Voilà. Merci beaucoup, c'était vraiment extrêmement intéressant. Alors Oriane, tu nous diras si Sandra remonte, si elle veut partager une question ou un témoignage. Mais avant on va prendre un certain nombre de questions qui ont été mises dans le fil. Donc je vous invite à continuer à mettre vos questions puisqu'il y a eu déjà beaucoup de réponses de données à travers ces présentations. Mais je voulais que vous nous reprécisiez une chose, moi personnellement, que je ne savais pas vraiment et ça correspondait à des échanges sur mon cancer colorectal que j'ai trouvé intéressant. C'est que finalement, dans la maladie dite localisée, donc vous nous avez parlé des ganglions. Donc voilà, est-ce que on les enlève à chaque fois ou pas, etc. Mais parfois, il peut y avoir aussi des atteintes sur le péritoine. Mais c'est pas ce qu'on appelle une métastase, comme si je dirais la maladie était partie ailleurs dans un autre organe, entre guillemets beaucoup plus loin. Entre guillemets, c'est un premier niveau qui reste entre guillemets localisé dans le péritoine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer entre guillemets jusqu'à quand on est en localisé, voire localisé avancé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les périmètres en fait? Alors, je vais peut-être faire le point de vue de l'oncologue et puis après le point de vue du chirurgien parce que, alors, il y a quelque chose qu'on peut voir sur son compte rendu et donc dont il faut peut-être qu'on parle, c'est la notion de dépôts tumoraux. C'est-à-dire qu'il y a des patients dont la pièce opératoire, quand elle est retirée, il y a la tumeur, il n'y a pas de ganglion, mais il y a ce qu'on appelle des dépôts. Ça veut dire qu'on voit des cellules tumorales. En général, c'est dans la graisse, sans qu'il y ait un ganglion autour. Et donc, dans ces cas-là, c'est possiblement des petites cellules qui se sont échappées et qui sont, en fait, un peu dans l'ambiance digestive. Mais c'est pas considéré, en effet, comme des métastases à distance. Après, il y a le fait d'avoir de la maladie des nodules au niveau du péritoine. Ça correspond à un site métastatique et ça va être classé comme de la maladie métastatique. Mais on voit de plus en plus se développer le concept de la maladie métastatique limitée, soit géographiquement parce que c'est de la maladie sur le péritoine immédiatement au contact de la tumeur, par exemple, et en effet, ça n'a pas la même signification que si c'est dans toute la cavité abdominale. Et de la même manière, il y a quand un patient est métastatique, c'est ce que je dis toujours aux patients quand ils me disent « est-ce que je suis stade 4 et qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est que c'est extrêmement hétérogène et qu'un patient qui va avoir une petite métastase unique dans le foie, il va être dit stade 4, au même titre qu'un patient qui aurait des métastases dans le foie, dans le poumon, dans le péritoine et dans l'os. Donc en fait, ça regroupe des situations qui sont très différentes. Et on parle de plus en plus maintenant de maladies dites oligométastatiques. Ça veut dire que c'est des patients qui ont des métastases, mais en nombre limité et qui concernent un nombre limité de sites dans le corps, donc par exemple que les poumons ou que le foie. Et donc dans ces cas-là, ça peut être accessible à des stratégies curatives en traitant les différentes métastases. Donc c'est pour ça que la maladie métastatique dans le cancer du côlon n'a pas le même poids que par exemple dans le cancer du pancréas, où dès lors qu'il y a de la maladie métastatique, même si c'est une métastase unique dans le foie, eh bien la stratégie va être totalement modifiée et il n'y aura plus de place pour la chirurgie, sauf cas extrêmement exceptionnels. Alors que pour le cancer du côlon, il y a différents degrés de maladie métastatique, mais je vais laisser le professeur Péchaud. Non, mais vous avez peut-être, oui, tout à fait, c'est résumé. C'était juste pour dire que si vous parlez d'atteinte du péritoine,
Eh bien, effectivement, alors c'est pas forcément très fréquent dans les cancers du côlon, ça l'est plus dans les cancers du pancréas ou de l'estomac, mais dans les cancers du côlon, s'il y a une atteinte du péritoine qu'on appelle la carcinose péritonéale, le patient effectivement est considéré comme métastatique et le premier traitement dans sa prise en charge, ce sera pas la chirurgie, ça sera une chimiothérapie et après, en fonction bien sûr de l'étendue de cette carcinose péritonéale, on verra si on peut envisager d'opérer la tumeur primitive et d'enlever, de blanchir, comme on dit, d'enlever tous les nodules péritonéaux. Très bien. Alors du coup, je le dis tout haut parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Pour les personnes qui écoutent ce soir et qui sont avec des maladies plus avancées et métastatiques, en fait, ça va être l'objet de notre prochain webinaire, parce qu'il y a un peu l'idée aussi de pas tout mettre dans la même webconférence, qu'après on s'y perd. Donc, on va là rester sur des questions qui concernent plutôt des maladies localisées et donc sur des questions d'opération, de traitement éventuellement néoadjuvant, adjuvant, etc. Et toutes les questions qui correspondent à ces maladies plus avancées, on les fera une prochaine fois. Donc, je ne sais pas. Alors, moi, j'avais une question. On est dans le mois de mars bleu, pardon. Et on a beaucoup de questions sur le dépistage, sur la fiabilité du test. Est-ce qu'il est fiable sur les âges, justement, de dépistage? Une jeune femme disait qu'elle avait été diagnostiquée quelques mois avant ses 50 ans. Donc, en fait, le dépistage ne lui avait pas servi puisqu'elle n'avait pas eu 50 ans. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions ou des points sur la fiabilité du test et sur les âges de dépistage, en sachant qu'on avait fait une conférence la dernière fois sur les populations à risque, les hauts risques, avec le professeur Sorin, justement, qui revenait sur certains profils de population à risque qui n'étaient pas forcément dans ces critères d'âge 50 à 74 ans. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que c'est important de rappeler donc que le dépistage, il concerne les populations, comme vous disiez, non à risque du fait d'une histoire familiale ou de maladie inflammatoire chronique intestinale. Parce que dans ces cas-là, on sort du dépistage et ça peut commencer du coup plus tôt le suivi. Et dans ces cas-là, ça repose pas sur le test qui recherche le sang dans les selles, mais directement sur la coloscopie. Mais également qu'il ne faut pas avoir de symptômes. Quand on a des symptômes, on va pas faire le test de dépistage, on va directement voir le gastro-entérologue pour savoir est-ce qu'il faut faire des explorations type coloscopie, etc. Donc le test, il est réservé, et c'est d'ailleurs dans les questions qui sont posées pour pouvoir le récupérer, au fait de ne pas avoir de symptômes digestifs particuliers. Donc je pense que ça, c'est déjà un premier élément de se dire qu'il est performant si on le fait dans la bonne population. En effet, il y a la problématique des moins de 50 ans et aussi des plus de 74 ans quand ils ont des symptômes et donc qui doivent consulter et qui doivent être explorés si le gastro-entérologue juge qu'il y a des signes d'alarme et que ça justifie d'une exploration. Et après, il y a un point important par rapport à la fiabilité du test, c'est-à-dire qu'on considère qu'il est fiable si on le fait régulièrement. C'est-à-dire que le test, et en fait, le principe, c'est que même si sa sensibilité n'est pas parfaite, du fait que vous allez le répéter tous les 2 ans, si jamais il est passé à côté de quelque chose à l'année N-2, il va pouvoir être rattrapé parce que vous allez le refaire régulièrement. Or, la problématique à laquelle on est confronté, c'est qu'il y a parfois des personnes soit qui vont commencer le dépistage mais à 65 ans, soit qui vont le faire une fois et puis qui après vont pas le refaire pendant 4 ou 5 ans. Et donc, dans ces cas-là, il perd en fait en performance. Et donc, il est fiable si on l'applique dans la bonne population et qu'on le répète au bon rythme. Donc ça, c'est un élément qui me semble important. Tout à fait. Alors, je vais prendre une question de Claudine, mais aussi pour dire que on a quelques personnes qui nous suivent ce soir qui sont concernées par un cancer du canal anal. C'est vrai que c'est pas, pour vous les médecins, c'est pas les mêmes maladies, mais nous, c'est le même coin quand même. Donc, du coup, sur mon réseau cancer colorectal, on a un sous-groupe dédié aux personnes qui vivent ces traitements. Et du coup, au niveau des chimios, etc., ça va être vous nous avez expliqué les subtilités, mais potentiellement, il faudrait faire vraiment quelque chose de dédié
parce que, par exemple, les traitements médicamenteux seraient différents. On est bien d'accord. Oui, Voilà. c'est Donc, pas les mêmes molécules de chimiothérapie qu'on utilise. Il n'y a pas les mêmes stratégies parce que, comme le disait le professeur Péchaud, c'est des tumeurs qui sont d'un type différent. C'est ce qu'on appelle des carcinomes épidermoïdes. Et en fait, ils sont davantage sensibles à la radiothérapie. Et donc, des patients auxquels on fait des traitements de radiothérapie avec des fois des doses un petit peu plus élevées que pour les rectums, associés à une chimiothérapie, mais qui est différente de celle du rectum, voilà, avec notamment cette chimio qui pique les doigts. Et en effet, comme la sensibilité à ces traitements est très bonne, et ben en fait, on opère, dans la très grande majorité des cas, on n'opère pas les patients après la radiochimio parce que la tumeur disparaît complètement avec le traitement et donc on surveille derrière. Mais par contre, ça pose d'autres problèmes parce qu'on laisse en place l'organe irradié. Et donc, on va pouvoir avoir des problématiques de toxicité en fait à long terme du rectum qui a été irradié, donc avec notamment des problématiques comme peuvent avoir certains hommes qui ont eu de la radiothérapie de prostate et qui ont après des rectites radiques, c'est-à-dire qu'ils ont des saignements parce que la paroi du rectum reste inflammée. Il peut y avoir aussi des conséquences de la radiothérapie sur la vessie, par exemple, et puis avec une irritabilité de la vessie. Je crois que ça a été d'ailleurs mentionné dans un des questions. Voilà, justement, ça a été mentionné par Claudine. Alors, c'est vrai que on a des personnes aussi concernées par les cancers du rectum qui peuvent avoir ça. C'est vrai que dans les suites, en fait, c'est pas toujours si simple. Et donc, là, je sais pas si on pourrait dédier justement une conférence sur toutes ces suites et les prises en charge, les soins, etc. qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie des gens. Parce que ça peut parfois être des douleurs, ça peut être des problèmes de continence, ça peut être des problèmes sexuels. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Est-ce qu'on peut prévenir un petit peu? Est-ce qu'il y a des progrès aussi? Là, vous nous avez montré qu'il y a des progrès sur les prises en charge. Mais est-ce que vous avez aussi des pistes? Est-ce que vous travaillez sur ce côté plus qualité de vie? Là, on a vu la préhabilitation qui se développe, la RAC, tout ça, c'est génial. Mais dans le après, réduire les séquelles, quand même très évidentes au quotidien pour ces personnes. Est-ce que vous avez des conseils déjà ce soir? Sinon, qui contacter si on n'est vraiment pas bien? Et est-ce que vous travaillez à ce que ce soit mieux? Alors, dans les plans, les types de traitements, on l'a vu que c'est vraiment une préoccupation de voir pour réduire les séquelles. Et donc ça, on a vu sur la chimiothérapie, on essaye de faire des durées plus courtes pour éviter d'avoir la neuropathie. Sur la radiothérapie, il y a maintenant des techniques qui ont évolué pour limiter la dose aux organes sains autour et essayer de réduire en fait ces risques de complications. Il y a donc également tous les éléments d'accompagnement dont on a pu parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils peuvent être hétérogènes finalement dans leur accès à tout ce qui concerne ces soins de support. Et le témoignage de Sandra était très marquant par rapport notamment à l'accompagnement psychologique. Et c'est vrai qu'il y a, voilà, votre association, elle joue un rôle central par rapport à ça, parce que justement, comme on n'a pas toujours ces points de repère et que, comme l'a dit le professeur Péchaud, il y a des fois où c'est pas de la ressource soignante en fait qui est la plus utile, c'est aussi de pouvoir échanger dans une communauté de personnes qui ont traversé la même chose en fait pour pouvoir aider à avancer. Et ça, c'est aussi ce que vous permettez. Après, donc par rapport à l'évolution des techniques chirurgicales, sur le plan des symptômes, des problèmes, on va dire digestifs, séquelaires, on les retrouve à plus ou moins long terme, essentiellement pour la chirurgie du rectum. Plus la couture est basse, voir si on a enlevé une partie du sphincter, on peut avoir effectivement des problèmes de continence. Là, on peut s'aider d'un certain nombre de médicaments pour freiner le transit, de conseils diététiques. Et puis, il y a un laboratoire qui a développé, on a pas mal de patients qui l'utilisent, qui est un peu un système d'auto-lavement à domicile que vous connaissez peut-être sûrement. Et moi, j'ai un certain nombre de patients qui, à partir du moment où ils l'ont bien compris et bien intégré dans leur mode de vie, peuvent effectivement faire cette séance qui va durer 1 heure dans sa salle de bain et après avoir 3 jours, mais vraiment très bien, où on peut faire du sport, se baigner, aller tranquillement au restaurant et avoir vraiment une qualité de vie qui change. Donc ça, on le prescrit. Il faut savoir une chose, c'est qu'après une chirurgie du rectum, les résultats fonctionnels, et on met dans ce pool de résultats fonctionnels la fréquence des selles, la continence aux selles, la continence au gaz, etc., elle peut s'améliorer, ces résultats peuvent s'améliorer durant les 2 ans qui suivent la chirurgie. Ça, c'est clair, on a un certain nombre d'études qui l'ont montré, on le vérifie avec des patients,
on se démoralise pas à 3 mois, on voit que ça s'améliore un peu à 6, et on a encore des gens qui à 18 mois de l'opération constatent des petits progrès, hein, c'est des petites choses, un peu plus d'indépendance, un peu moins de fuite, un peu, voilà, donc ça c'est important. Quand on a atteint les 2 ans, il faut quand même être clair aussi avec un patient et être honnête, on a normalement les résultats fonctionnels qu'on aura pour le reste de sa vie, et c'est là que éventuellement ce système de laboratoire d'auto-sondage et d'auto-lavement, quand on passe le cap un peu de le faire et que c'est bien expliqué par une infirmière, ça peut être un plus. Enfin, voilà, ça peut être un moyen de corriger un peu ça ou de réduire ces séquelles-là. On a des patients qui nous questionnent des fois sur la rééducation périnéale. Alors oui, tu as raison, la rééducation périnéale, ça peut se faire. Donc alors jamais tout de suite, hein, parce que quand on a une suture, il faut faire absolument aucune introduction. Donc déjà quand même, on conseille aux patients dès leur établissement d'entretenir ça paraît étonnant, mais il faut savoir en parler de manière assez ouverte avec les patients. On entretient ce muscle comme on va faire du sport sur son quadriceps ou sur son biceps, en ayant le réflexe de serrer un peu, de contracter, hein, de gainer. Voilà, donc moi je dis aux patients, si vous voulez pas le dire, vous mettez des petits post-it roses au-dessus de l'évier, quand vous brossez les dents, etc. Et là, quand vous voyez votre post-it, hop, on fait un peu le gainage et on serre les fesses et on répète ça plusieurs fois. Donc ça, on peut le faire dès le début du rétablissement de la continuité, dès l'opération. Et la rééducation périnéale avec un kiné spécialisé, c'est un peu la même chose en fait. Le kiné va faire, une fois que la suture est bonne, l'introduction de ce qu'on appelle une bougie, c'est une petite sonde, et de faire serrer le sphincter sur cette sonde. Donc ça peut se faire et il y a des gens qui gagnent. Hein. Il ne faut pas se priver de tous les petits moyens, mais pas avant 6 mois. Il y a Cyril qui valide. Il y a pas mal d'échanges sur le réseau, donc effectivement c'est super. N'hésitez pas à dire, et Cyril aussi, comme n'hésite pas. Et on a pas mal sur le réseau et avec l'aide de Cyril, de Myriam, de nombreuses personnes. Il y a aussi des retours d'expérience de ces différentes rééducations. Donc ça peut être précieux également. Et on avait même fait une webconférence avec Cyril et une kiné du Sud pour expliquer justement la prise en charge, la kiné périnéale, etc. Sandra, si vous êtes toujours avec nous, est-ce que vous souhaitez compléter, réagir à ce qui a été... Allô, je suis été fermé. Vous m'entendez? C'est bon? Non, compléter en tout cas, les présentations étaient vraiment formidables, très claires et compréhensibles de tous. Donc merci pour ça, vraiment. Moi, juste pour conclure, j'appelle vraiment toutes les personnes qui ont cette chance, toutes les personnes de plus de 50 ans aujourd'hui, à faire ce dépistage. Parce qu'ils ont cette chance, voilà. Et c'était pas le cas c'était pas mon cas, moi j'ai pas eu cette chance. Donc vraiment, voilà, foncez récupérer le kit et faire ce test, enfin ce test. Et puis j'avais oublié tout à l'heure d'évoquer quelque chose. Le cancer du côlon, c'est un test où on se pose beaucoup de questions sur j'ai merdé en fait. J'ai merdé, j'ai dû ouais, ok, j'ai quelques kilos en trop, j'ai peut-être dû trop manger de ci, j'ai pas assez mangé de ça, et puis on se pose plein de questions. Et moi, ça a mis du temps à prendre du recul avec ça, mais je sais que c'est compliqué. C'est compliqué et voilà, moi j'ai longtemps culpabilisé en fait, vraiment longtemps. Moi, je vous remercie pour votre témoignage et je voulais justement rajouter une expérience. On a souvent, et exactement comme vous dites, des patients qui nous disent mais je comprends pas, je fais du sport, je mange sainement, même des patients complètement végétariens et ça arrive. Oui, malheureusement ça arrive. Même il y a les facteurs qui a un petit peu exposé professeur Neusiès, c'est pas parce qu'on a un peu fumé ou qu'on a mangé un peu trop de viande qu'on est sûr d'avoir un cancer, et c'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir une vie exemplaire qu'on n'en aura pas. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de dire aux patients, il faut prendre les choses quand elles sont là. C'est pas la peine non plus de se demander depuis quand c'est là, est-ce que j'aurais pu faire le diagnostic avant, parce que ça, je trouve que ça crée beaucoup de culpabilité et ça sert à rien. On fait pas l'histoire, on prend les choses au moment où elles surviennent et effectivement essayer de pas se culpabiliser sur quelque chose qu'on aurait fait mal, parce qu'aujourd'hui dans le cancer du côlon, nous, toutes les deux spécialistes, on pourrait pas vous dire à tous ne mangez plus du tout de viande, ne prenez pas 1 kilo, ne touchez pas une cigarette, ne buvez pas une goutte d'alcool et vous serez tranquille, parce que ça serait
mentir. Donc, on doit avoir quand même un comportement de vie. Bien entendu, tout ce que vous dites est parfait, c'est-à-dire qu'il faut arriver à développer ce dépistage beaucoup plus qu'il ne l'est malheureusement. Et puis, je voulais juste dire un mot depuis le début où je vous ai entendu parler sur votre cas, c'est que vous n'avez pas eu d'aide psychologique et effectivement, ça nous remet en question, nous aussi les médecins, mais parce que finalement, peut-être que je vais vous choquer en disant ça, mais parmi tous les patients qu'on prend en charge, quand on a une tumeur du côlon droit qui n'a pas de ganglion envahi, ben c'est vrai que malheureusement, on n'a pas le réflexe peut-être de faire appel à un psychologue parce que pour nous, médecins, vous faites partie, et c'est peut-être choquant, mais du meilleur des pronostics. C'est-à-dire qu'on a une intervention qui s'est bien passée, qui n'a pas fui, on n'a pas été obligé de faire une réopération et de mettre une stomie, on n'a pas de ganglion envahi. Donc quand on est médecin, moi je suis hyper contente quand les résultats sont négatifs et je dis là, on a envie de le dire, donc on est satisfait et c'est vrai qu'on n'imagine pas peut-être, probablement assez, que pour une partie effectivement des patients, ça va être effectivement très dur. Alors qu'à l'inverse, eh ben, quand vous commencez à parler de la poche, que vous commencez à parler de chimio, ben ça va de fait, les soins de support, le psychologue, etc. Et là, votre cas, qui vous a énormément marqué à juste titre, a probablement été mal évalué par des médecins parce que finalement, ils ont été, eux, contents puisque le pronostic était bon parmi tous les gens qu'on voit. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et ça n'empêche pas qu'on aurait largement, et heureusement qu'il y a les associations pour vous apporter ce soutien, mais c'est probablement pas le réflexe immédiat à tort d'un médecin dans votre cas en fait. Et puis on sous-estime aussi, je pense, la fatigue aussi, la fatigue à la fois physique et psychologique derrière ce type d'événement, même si tout se passe bien et qu'il y a aussi le fait que l'organisme est face à un stress avec la chirurgie, donc on va tenir, et puis on va avoir le contre-coup après. Les patients, ça peut arriver aussi après la chimiothérapie adjuvante, mais ça c'est commun un peu aussi à d'autres cancers, hein, pour le cancer du sein, de la même manière, on observe un peu ces phénomènes-là. Et en fait, ça peut être extrêmement, c'est extrêmement déstabilisant, c'est ce que vous nous avez raconté par rapport au retour à la vie normale après, et ça peut être aussi, on peut se sentir culpabilisé, alors qu'en fait c'est normal quand on a traversé ce type d'épreuve d'avoir besoin de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir réémerger d'un point de vue psychologique et d'un point de vue physique, même si toutes les voyants sont au vert. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi de se dire qu'on a le droit de prendre ce temps. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste vous parler d'une initiative en partenariat notamment avec Patients en réseau. C'est les journées trajectoire cancer qui ont lieu pour la 2e année consécutive. Et cette année, il y a plein de sujets qui sont traités et qui sont dont vous parlez. La nutrition notamment avec une personne qui fait l'ETP de nutrition à Curie. Il y a un atelier spécifique sur sexualité et cancer avec la fameuse Colette Casimir que vous connaissez bien. Voilà, il va y avoir aussi les parcours de soins dans les cancers colorectaux avec Antoine Holbeck. Beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences. Donc vraiment, je vous invite à regarder le programme et à vous y inscrire. C'est à Paris. Et pour les autres, il y aura un replay. Voilà. Je vous ai mis l'adresse dans le. Vous avez voilà. Et puis du coup, vous le retrouvez aussi sur tous nos réseaux, bien sûr, où on va se retrouver avec nos différents réseaux. C'est l'occasion de dire d'ailleurs que si on cherche différentes personnes pour témoigner, participer à nos projets. Donc déjà, merci beaucoup Sandra, parce que c'est vrai que c'est très précieux ces témoignages patients. Et donc, si vous avez envie de témoigner aussi de votre parcours pour Trajectoire, on est toujours à la recherche de notre patient témoin. Et c'est vrai que ça nous fait plaisir d'avoir des gens qui interagissent avec nous, qui participent à ces sessions. Et on a parlé donc de bien manger, de pas culpabiliser, de bouger. Et en fait, nous, depuis 2020, on a un super partenariat avec Kipling et régulièrement, on propose aux personnes de patients en réseau, donc et particulièrement de mon réseau cancer colorectal, de marcher. Parce qu'en fait, c'est quand même assez contre-intuitif quand on vous a fait une grosse chirurgie, que vous allez avoir éventuellement une stomie, de se dire si je peux remettre mes baskets, et de le faire à plusieurs, en s'amusant, entre patients, on est tous dans ces situations. On a remarqué que c'était sympa, que ça aidait vraiment, et surtout que les gens ils continuent à marcher.
Donc, on est content de vous dire que dans quelques jours, on va vous annoncer le prochain jeu. Donc, il y aura un prochain challenge donc en avril. Et en fait, tout au long de l'année, il y a des petites séances de gym en ligne. Donc, même quand on habite à la campagne ou qu'on n'a pas le temps, qu'on a repris son travail, ça peut permettre de faire un peu de la petite gym. Ça vient vraiment en complément avec les soins de support en monde hospitalier ou dans les associations spécialisées type Camille, etc. Mais voilà, donc c'est quelque chose que vous pourrez retrouver aussi sur le réseau, et on vous invite à venir nous donner vos échos sur Mon Réseau Cancer Colorectal, où vous retrouverez le replay dans quelques jours, et sur Dis-moi Santé et Patients en réseau. Donc, merci vraiment pour toutes ces informations. C'était vraiment très intéressant, et bonne soirée à tous. Et donc, prochain webinaire, ça sera sur les formes plus avancées pour répondre à toutes les questions de traitement, etc. sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.